Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire du réseau TRIZ consacré à l'adaptation. Alors, un petit mot pour rappeler ce qu'est le réseau TRIZ. Le réseau TRIZ est un réseau d'experts, judiciaires ou non, qui compte à peu près 25 à 28 structures, qu'elles soient grandes ou petites, sur des sujets extrêmement divers, mais qui tous touchent à la transition. Depuis la santé jusqu'à la biologie, en passant par la finance et l'eau, l'agriculture et la forêt, le carbone et l'immobilier, etc., etc. Nous avions déjà, voici 1 an et demi ou 2 ans, consacré un certain nombre de webinaires à la question de l'adaptation et nous avons souhaité reprendre le sujet de manière extrêmement concrète. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir aujourd'hui de participer avec 8 de mes collègues à ce premier webinaire qui va donc être assez interactif et qui se pose la question de savoir, vous êtes une entreprise, est-ce que vous devez vous adapter? Et si oui, par quoi on commence? Alors, avant de leur passer la parole, je voudrais dire un petit mot sur cette question. Vous êtes une entreprise, est-ce que vous êtes obligé de vous adapter? Alors, quand on pose la question comme ça, on a envie de dire tout individu, toute entité s'adapte nécessairement, mais au-delà. Alors, je dirais que oui, il y a une obligation, mais non, il n'y en a pas. Je m'explique. Au niveau de ce qui existe sur le plan communautaire, je pense à la loi européenne sur le climat, il y a une obligation de faire des plans d'adaptation. C'est une obligation qui s'impose aux États. Elle ne s'impose pas aux entreprises. Il n'en demeure pas moins que dans l'obligation de faire ces plans d'adaptation, doivent être déterminés un certain nombre de secteurs économiques qui vont être jugés comme prioritaires et l'État a mis en place une méthodologie que vous trouverez sur le petit document que j'ai préparé, qui est extrêmement intéressante et qui est parfaitement, me semble-t-il, transposable aux entreprises en méthodologie qui tente à favoriser, quand on a pris connaissance de ce qu'il y avait à faire, tout ce qui est le plus sympathique, j'allais dire. C'est-à-dire les options sans regret, les options gagnant-gagnant, les options à faible regret, etc., etc. Donc, par cercle concentrique, les obligations de l'État, on sait très bien que ça finit par se retrouver sur les obligations des entreprises et des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point. Mais il y en a un deuxième, où je dirais qu'on pourrait commencer à parler d'obligations. Et c'est la question des transformations induites par le Green New Deal et qui concerne la taxonomie, la CSRD et la CS3D. En 2 mots. La taxonomie, elle crée une catégorie dans les 6 catégories de durabilité qui vise expressément l'adaptation des règlements climatiques. Donc, c'est une série d'activités qui sont concernées et du fait de l'application du principe selon lequel on ne doit pas nuire gravement à un objectif parmi les 6, et Stéphane, qui a largement contribué à créer tout cela, sera beaucoup plus fort que moi pour en parler. Vous ne pouvez pas être durable sur tous les autres sujets si vous portez atteinte à l'adaptation. Donc, vous devez porter des mesures d'adaptation. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez la CSRD. Je fais ça très vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais simplement créer un contexte. La CSRD, ce sont donc les modifications des obligations comptables. Dans ces modifications des obligations comptables, extra-financières, donc c'est une comptabilité un peu particulière, vous devez non seulement évaluer les risques, mais aussi les opportunités. Et dans les opportunités, bien entendu, la question de savoir comment vous allez être en capacité de vous adapter aux nouvelles conditions de la vie sur Terre, pour dire les choses un peu simplement, font bien entendu partie de ces nouvelles obligations extra-financières, puisque vous devez avoir une analyse de vos risques en termes de
dérèglement climatique et, dans le même temps, les mesures que vous avez prises pour réduire ces risques. Et je dirais qu'au niveau du plan de vigilance, c'est un peu la même chose. Donc, progressivement, les entreprises vont devoir y aller et je dirais qu'elles vont, que certaines d'entre elles n'ont pas attendu tout cela pour y aller. Vous trouverez en annexe de mon document un document qui est fait par l'ADEME, qui est assez récent et qui recense déjà une trentaine ou une quarantaine de success stories, de beaux exemples menés par les entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer, pour montrer l'intérêt du sujet. Alors maintenant, nous avons la chance d'avoir 7 experts autour de la table. Je vais donc m'adresser à chacun d'eux pour leur dire, ben, voilà, dans votre domaine à vous, par quoi vous commencez. Et nous, en préparant ce webinaire, nous nous sommes dit que le premier sujet, quand on parle de l'adaptation, alors bien sûr on pense adaptation des règlements, mais il y a un sujet qui apparaît très vite, c'est l'eau. Parce que sans eau, pas de vie, pas d'activité. Donc, je vais demander à Alexandre Lamy de bien vouloir nous dire, en ce qui concerne la question de l'eau, par quoi on commence? Si on se pose la question de l'eau. On ne vous entend pas. Oui, voilà. J'ai remis mon micro, pardon. Merci Corinne. Oui, alors la question de l'eau, bah, évidemment, la question dépend du sujet qu'on a à traiter, qu'on soit industriel, particulier, une administration. C'est l'intrant eau qui, c'est la manière dont l'eau entre dans le processus industriel ou le processus de gestion qui va déterminer la manière dont on va s'intéresser au sujet. De toute façon, l'adaptation sur ce sujet de l'eau est fondamentale parce que, et d'une, la nature des intrants est amenée à varier par la charge chimique, la charge, même la charge plastique qui aujourd'hui se répand dans toutes les ressources, hein, même les ressources naturelles censées être protégées. On sait que les pluies aujourd'hui contiennent des microplastiques. Donc on a un sujet de potabilité de l'eau qui est très général. De fait, que vous ayez à gérer des eaux potables pour les distribuer, que vous ayez à gérer des eaux industrielles pour un processus, que vous ayez à gérer ne serait-ce que des eaux par les surfaces que vous avez à gérer, les surfaces imperméabilisées. Le sujet de l'eau est dans pratiquement toutes les problématiques que les uns et les autres peuvent rencontrer. De fait, commencer par le sujet de l'eau, c'est à la fois s'intéresser à et comprendre pour gérer dans le temps ce qu'on va avoir à faire rentrer comme quantité d'eau et quelle sera sa nature, comment on peut gérer ces volumes-là et comment on peut agir sur la sortie, puisqu'on rentre toute activité humaine, toute activité industrielle, toute activité anthropique rentre dans un processus cyclique et comment on va s'insérer dans ce cycle de l'eau, à la fois pour ce qui entre dans notre processus et pour ce qui en sort. Voilà. Donc, ce sont des termes très très généraux, mais bien évidemment, selon le sujet qui nous est présenté, bien, on présentera la manière dont on peut aborder les grandes variations qui sont devant nous. Et puis, bah, elles ne sont pas devant nous, elles sont déjà là. Hein, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui la manière dont le comportement météo, comment la météo se comporte et avec ces grandes variations à la fois de température et d'amplitude de précipitation. On est déjà dans le changement météorologique à l'échelle mensuelle et annuelle. Voilà. Voilà les grandes lignes de la manière dont on peut aborder vis-à-vis de quelqu'un qui nous solliciterait
sujet de l'eau. Donc, c'est à la fois un problème quantitatif et qualitatif. Tout à fait. Qualitatif par rapport à ce qui nous sera donné de pouvoir recevoir, parce que nous sommes tributaires, qui que nous soyons, nous sommes tributaires de l'eau qui arrive soit par les tuyaux de distribution, soit par les précipitations, soit par les captages dont nous pouvons disposer sur un site. Et nous sommes réglementairement, à plus ou moins brève échéance et à plus ou moins forte contrainte, sujet à vérification de ce que nous rejetons en quantité et en qualité. D'accord. Alors, on vient de parler de l'eau. Le deuxième sujet qui vient immédiatement derrière, c'est la matière première, c'est les matières. François-Michel Lambert, vous êtes un spécialiste, tant Alexandre Lamy est un hydrogéologue reconnu, vous êtes vous un spécialiste de l'économie circulaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'empreinte des matières premières et le rôle que ça joue? Et comment quelqu'un qui veut penser en termes d'adaptation son activité économique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, doit penser son empreinte matière? Merci beaucoup. Et la présentation d'Alexandre Lamy était mettait bien en perspective les enjeux. L'eau, elle est partout et on verra notamment sur la question des matières. Mais l'empreinte matière, pour faire rapidement, aujourd'hui, un Français, un Européen consomme 20 tonnes par an et par personne de matières premières. Pour l'instant, la matière première, soit sur son propre territoire, soit par effet rebond. Par exemple, quand vous avez un iPhone de 200 grammes, c'est 50 jusqu'à 200 kilos de matière première qui ont été mobilisés pour faire votre iPhone, votre smartphone de 200 grammes. Donc, c'est vraiment l'empreinte de ce que nous prenons à la planète. 20 tonnes, si on vous dit pas quelle est la limite, vous ne savez pas où vous en êtes. Or, les scientifiques nous disent la planète, elle est capable de servir 5-6 tonnes pour 10 milliards d'habitants, pas plus par an. Donc, il est absolument nécessaire de se poser des questions. On accapare sur les générations futures, on accapare sur d'autres populations les matières premières. Est-ce que cela est supportable? Eh bien, on aura vite compris que ça ne l'est pas. 20 tonnes par an et par habitant, passer à 5 tonnes, est-ce accessible? L'ADEME vient de sortir un excellent document, empreinte carbone et empreinte matière. Ils abordent vraiment les deux enjeux et dans lequel ils expriment que comment nous pourrions atteindre la maîtrise de nos émissions carbone au niveau français, mais combien on est complètement à côté de la plaque, permettez-moi l'expression, de l'atteinte de la consommation matière. Effectivement, le meilleur des scénarios ADEME, tous les scénarios ADEME, ils en ont 4, atteignent les objectifs carbone et le meilleur en termes d'empreinte carbone n'est qu'à 14,4 tonnes, 14 tonnes par an et par Français. Je vous ai dit que les scientifiques nous demandent 5. Là, l'ADEME nous dit le meilleur que je peux vous présenter aujourd'hui est de 14 tonnes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'abord, l'ADEME nous dit ne visons pas les 5 tonnes, visons les 10 tonnes par an et par habitant. 2, pourquoi? D'abord, évidemment, parce qu'il faut respecter les limites planétaires. Mais aussi, et ça, il faut bien l'avoir en tête, construire mentalement, c'est comme l'eau. Il faut construire mentalement le physique qui est l'eau, que sont les matières premières. C'est quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le carbone, dans un absolu, on peut toujours en rejeter. Il remplit le ballon qui est l'atmosphère. Mais quand il n'y a plus de matières premières, quand on n'a plus accès aux matières premières, encore plus par les effets du changement climatique et l'absence d'eau. Le cuivre est excellent et nécessite énormément d'eau pour extraire le cuivre. Déjà, les réserves de cuivre sont limitées et en plus, pour les extraire, ça devient de plus en plus coûteux énergétiquement et extrêmement difficile d'un point de vue de l'accès à l'eau. Et donc, pour aller vers une conclusion et laisser d'autres pouvoir s'exprimer, avoir en tête ces chiffres. 20 tonnes par an et par habitant en France, l'empreinte matière, ce que nous nécessitons comme prise à la Terre, ce qu'on arrache à la Terre. Les scientifiques nous disent 5 tonnes pour chaque habitant de la planète. L'ADEME nous dit non, 5 tonnes, c'est pas accessible, il faut viser le 10. Donc, il faut diviser par 2. Et elle dit elle-même, j'ai pas de scénario qui me permette de diviser par ça. Donc, il nous faut mettre en place des indicateurs de suivi de nos matières premières
principales mobilisées dans notre système. Et ça, c'est une approche supply chain. Et ça, c'est l'autre grand enjeu, c'est comment on développe des supply chains dites circulaires, c'est-à-dire qui ont une capacité à comprendre comment on fait circuler la matière première, comment on ne la perd pas, comment on l'utilise au mieux, comment on se met à l'abri de brusques ruptures d'approvisionnement en matière première, que ce soit des ruptures géopolitiques, c'est pas le sujet de ce matin, ou que ce soit des ruptures dues à des bouleversements climatiques. Ça peut être un tsunami, ça peut être une sécheresse brusque et quasiment définitive dans des territoires où on ne pourra même plus extraire parce qu'on n'aura pas l'eau. L'argent ne permettra pas de fabriquer de l'eau et donc ne permettra pas d'extraire certaines matières. Donc, quelle est votre exposition à certaines matières premières et quelle est votre empreinte matière première sont les deux grandes questions que doivent se poser avant de commencer avant d'apporter des réponses, les dirigeants et les décideurs des collectivités et des entreprises. Alors, François Michel, vous nous décrivez un paysage qui est un peu sombre, qui est même assez sombre. Est-ce qu'il y a des solutions pour les entreprises? Je suis une entreprise, je me rends compte que j'ai une forte empreinte matière. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des solutions d'adaptation? Les solutions, l'approche économie circulaire en apporte beaucoup. Hein. L'empreinte matière, elle se fonde sur les matières premières vierges, ce qu'on arrache à la terre. Donc la toute première, c'est de basculer sur les matières recyclées, mais vous n'en aurez pas assez. Prenons le cas du cuivre. Les services de l'État, le SGPE, annoncent qu'en 2030, dans 60-70 mois, nous aurons 40% à peu près du cuivre au niveau mondial qui viendra des mines, 20, 25, 30% qui viendront du recyclage, et le reste, on ne sait pas. Donc on voit bien que le recyclage ne remplace pas la mine. Donc il faut ou substituer de la matière ou changer nos modèles économiques. C'est ce qu'a fait Michelin, et je vais m'arrêter là. Hein. Michelin a changé une grande partie de ses modèles économiques. Ils louent des kilomètres et ils ne vendent plus de kilomètres de pneus. Ils ne vendent plus des pneumatiques. Pourquoi? Parce que l'accès à l'EVA, au caoutchouc, leur matière première, devenait très tendu il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et donc, en vendant du kilométrage, ils ont mis en œuvre des systèmes où les pneus durent 3 fois plus, 300%, j'ai échangé avec eux récemment, d'intensité d'usage du pneu, c'est-à-dire à la même carcasse, c'est pour les camions, hein, la même carcasse de 20 ou 50 kilos le pneu, eh bien il fait 3 fois plus de kilomètres. Donc vous avez besoin de 3 fois moins de matière. Et donc ça, ce sont des pistes sur lesquelles les entreprises doivent s'engager. Mais la première chose, comme dans tout, hein, et surtout en termes d'adaptation, Alexandre l'a dit tout à l'heure, c'est quelle est votre exposition aux matières premières, repérez celles qui sont les plus en tension et définissez tout le panel que l'offre l'économie circulaire, quelles solutions vous pourriez mettre en œuvre, y compris le changement de votre business model. Bien, merci beaucoup. Oui, Alexandre? Sans vouloir assombrir à tout prix le tableau, pour m'intéresser aussi par mon métier de géologue et en lien avec les mines, les courbes d'exploitation minière au niveau mondial sont affolantes et les prévisions le sont encore plus. C'est-à-dire que l'extraction, comme le disait François Michel, aujourd'hui est déjà très intense et les industriels de la mine et du minerai aujourd'hui en sont à essayer de rechercher des ressources sur les fonds marins avec les conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de toute la faune et de la flore marine, quoi. Donc l'inconvénient, c'est que tout ça procède d'une manière générale d'une démarche volontaire. Pour l'instant, les obligations d'aller vers des systèmes vertueux et économes en minerais sont du ressort du choix stratégique des entreprises. Et toutes les entreprises ne font pas ce choix-là aujourd'hui. Voilà. Donc, petite précision. En une phrase, Merci. Corinne et Alexandre, je vous ai entendu dire sombre. Moi, je pense que rien n'est sombre. Ce qui est sombre, c'est de ne pas comprendre, anticiper et se poser les bonnes questions, y compris dans son changement de business model. Et Michelin avait un avenir sombre vis-à-vis du caoutchouc. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise
la plus performante dans son secteur et l'une des plus performantes entreprises industrielles parce que ils ont compris que leur avenir était difficile s'ils gardaient cette voie-là et ils en ont emprunté une autre. Et ça, j'aimerais que ça reste de mon intervention. Il n'y a pas d'avenir sombre. L'avenir sombre n'est que pour celui qui ne veut rien changer. Ne fait rien. Nous sommes d'accord. Alors, on a parlé de l'eau, on a parlé de la matière première. Il y a un troisième élément, évidemment, l'énergie. Frédéric Perrin. Oui, merci Corinne. Quelle est la bonne question à se poser pour s'adapter avec les questions énergétiques? Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, je dirais qu'il faut être un peu plus lumineux que mes confrères. Malheureusement, on va se retrouver dans une situation énergétique qui est très compliquée. Déjà, il faudrait remettre un petit peu en perspective ce qu'est l'énergie. C'est un terme qui est très galvaudé, qui a été largement diffusé en long, en large, en travers. On parle d'énergie électrique, on parle d'énergie hydrogène, alors que ce n'est pas de l'énergie. On parle de pétrole, on parle d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme. À l'heure actuelle, enfin en 2022, en France, il a été consommé en énergie finale plus de 1500 TWh. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul, c'est l'équivalent de 3600 réacteurs nucléaires de 900 MW qui tournent toute l'année. Voilà le ratio de la consommation énergétique française. Alors, là-dedans, il y a pas mal de choses. Il faut voir que dans ces énergies qui ont été consommées, très majoritairement, nous avons le pétrole à 39%, et puis nous avons l'électricité qui est produite à 63% par du nucléaire, 10% par l'hydroélectricité et à peu près 10% par du gaz. Et le reste de la consommation énergétique finale, c'est du gaz naturel aux alentours de 18%. Mais ce qui est le plus dramatique, quand on a dit ça, ce n'est pas de se dire, ben oui, majoritairement, malheureusement, ce sont des énergies fossiles, c'est que l'on a affaire à une consommation qui est telle qu'on n'a pas les capacités à l'heure actuelle de pouvoir alimenter tout et n'importe quoi à hauteur de ce que l'on connaissait. Il faut se rendre compte qu'en 2022, uniquement, j'allais dire, 51%, 50,6% de l'énergie a été produite, l'énergie consommée a été produite sur le territoire français. Ça veut dire qu'on est tributaire d'un réseau et de nos voisins pour pouvoir alimenter notre fonctionnement. Donc on se retrouve dans une situation où on n'a pas les capacités de produire la entièreté de notre consommation, et de l'autre côté, on a une consommation qui est galopante. Donc on va, in fine, malheureusement, tomber, et mes collègues l'ont très bien dit, dans une problématique de dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux consommer pour assurer mon fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base, en sachant que dans la consommation, le premier poste de consommation énergétique, du moins en France, c'est le transport, 34%. Le résidentiel, c'est-à-dire le fonctionnement d'une maison, va être le deuxième poste à hauteur de 28%. L'industrie n'arrive qu'en troisième position avec 19%. Le tertiaire, 16%. Et le petit dernier, c'est l'agriculture et la pêche avec 4%. Et pourtant, l'agriculture et la pêche, c'est notre moyen de subsistance, c'est ce qui va nous nourrir et qui va aussi permettre de conserver la capacité en matière d'eau. Et les grosses consommations vont être les transports, ce qui va nous permettre aussi d'acheminer la matière, les matières, qu'elles soient consommables ou de fabrication, au sein de notre réseau. Donc on a vraiment un dilemme important de savoir qu'est-ce qu'il est primordial de faire en matière de consommation et aussi en matière de production. Alors pour anticiper votre question concernant les entreprises, pour moi, il y a 4 axes d'adaptation, 4 axes de développement qui sont plus que nécessaires, qui sont primordiales et qui sont à mettre en développement sous les plus brefs délais. C'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire de diminuer de façon drastique les consommations énergétiques en optimisant notamment le fonctionnement des matériels. Le deuxième axe, c'est de rationaliser cette consommation énergétique, c'est-à-dire de prioriser les plus forts besoins en matière d'efficacité énergétique. Et puis un point qui, alors ça faisait sourire il y a encore une dizaine d'années, mais maintenant ça devient tellement une évidence que tout le monde se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est de diversifier les approvisionnements énergétiques en fonction des gisements disponibles, c'est-à-dire de regarder autour de soi pour être très terre à terre, qu'est-ce que je peux consommer sous quelle forme pour assurer le fonctionnement de mon système, de mon entreprise. Sans parler uniquement de l'éolien, du photovoltaïque, parce que là, bien évidemment, on va aussi tomber
et je parle sous couvert des bilans carbone, des problématiques de fabrication et de fin de vie de tout ce qui est panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Il faut voir qu'une éolienne de 2 MW, c'est quand même un plot de fixation au sol de 600 tonnes de béton et de 25 tonnes d'acier. Ça, une fois qu'on a démonté l'éolienne, ça reste au sol. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas la solution. Il faut trouver plusieurs solutions. Si vous voulez une image qui, pour moi, est assez révélatrice, on avait tous nos œufs dans un même panier. Ce panier, c'était le pétrole. Et puis, ce panier a commencé à se déliter. Et désespérément, on cherche un autre panier pour mettre tous nos œufs. Ce qu'on n'a pas encore compris, c'est qu'il va falloir plusieurs paniers pour que chaque œuf puisse trouver sa place dans le fonctionnement. Le dernier axe que j'aimerais mettre en avant, c'est le développement des filières courtes. Parce que ce qui coûte cher à tout niveau, et pas qu'au niveau économique, c'est l'acheminement de l'énergie depuis son point de production jusqu'à son point de consommation. Or, on a la capacité à l'heure actuelle de mettre en place des filières d'acheminement qui permettent de limiter le transport et de limiter les pertes en ligne, parce que le fait de transporter de l'énergie est déjà une perte en soi. Voilà ce que je voulais apporter dans cette discussion. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre deux domaines importants, la chimie et l'immobilier. Frédéric Poitou, la chimie, pour ceux qui produisent ou ceux qui utilisent, qui sont encore beaucoup plus nombreux, les produits de la chimie, il y a des moyens de s'adapter? Alors d'abord, merci d'avoir organisé cet échange qui est fructueux. Alors, je vais tenter d'y contribuer parce que moi, je suis le vilain petit canard, je suis chimiste. Donc la chimie, c'est par définition ce que les gens pensent être polluant. Enfin, théoriquement, ça peut aussi être une solution dans le cadre de la remédiation, de la réparation, de l'épuration. Donc, j'essaie un peu de m'orienter de ce côté-là. La chimie, mine de rien, d'abord, elle vient toute du pétrole, il faut quand même le savoir. Donc, un jour sans pétrole, théoriquement, plus de chimie. Ça, c'est brutal, mais c'est vrai. Elle concerne la chimie, les plastifiants, les engrais, les détergents, les cosmétiques, les hydrocarbures, les savons, les pesticides et les médicaments, bien évidemment. Et sans même parler de la chimie des pétroles qui concerne les carburants de nos voitures. Donc, tout ça est extrêmement complexe et il ne faut pas se leurrer. Sans pétrole, plus de chimie et sans chimie, plus tous ces produits-là. Donc, ça pose vraiment un problème. Alors, moi, il se trouve que j'ai deux activités. Une activité expertale où je consomme de l'eau pour faire mon café, mais rien de plus. Et puis une activité de chimie de mon laboratoire où je consomme de l'eau en tant que fluide pour réfrigérer mes systèmes, en tant que solvant, en tant qu'intrant, etc. Donc, la problématique est diverse. Comment essayer de verdir mon activité et essayer de la rendre la plus propre ou la moins impactante en termes environnementaux possible, c'est vraiment un gros problème. C'est un gros problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que les modes opératoires, les normes qu'on utilise sont basées sur des procédés qui ont été développés il y a une dizaine d'années, 20, 30, 40, 50 ans. C'est normalisé. Et si vous n'utilisez pas la méthodologie ou le protocole tel qu'il a été défini, vous n'avez plus normalisé. Et vos résultats ne sont plus raccordables et on peut considérer qu'ils ne sont pas valables. Donc, c'est extrêmement difficile parce que changer un mode d'analyse, par exemple, c'est déjà difficile. Mais en plus, pour le faire raccorder à un standard international, c'est très, très compliqué. Alors, personnellement, je ne me suis pas penché sur ce sujet parce que c'est trop difficile pour une TPME comme la mienne. Je me suis penché sur un sujet que j'ai réussi à résoudre assez facilement et ça concerne l'eau. L'eau, dans un laboratoire d'analyse, c'est le fluide qui réfrigère. Bon, donc, on consommait au laboratoire une quantité importante d'eau potable, puisqu'elle vient du robinet, simplement pour réfrigérer les manips, ce qui est un non-sens absolu. Donc maintenant, on le fait via un système fermé, en fait, avec un fluide caloporteur qui réfrigère les manips sans consommer d'eau, il consomme de l'énergie à la place. Voilà. Donc rien n'est parfait. Voilà. Et les exemples où on est parvenu à transformer la chimie dite polluante ou réputée polluante en chimie vertueuse, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Ce sont généralement des procédés industriels où on a réussi à utiliser des enzymes au lieu de réactifs chimiques pour faire la synthèse dont on avait besoin. Ce sont des procédés chimiques où on limite les étapes de synthèse qui peuvent être parfois 10, 12, 14, 20 en réussissant à les condenser en 3 ou 4 qui sont donc moins énergivores avec meilleur rendement et un meilleur bilan.
Donc voilà à quoi les chimistes de laboratoire sont confrontés. Et je parle bien de laboratoire parce que pour le moment, c'est encore le plus simple à régler. Au niveau industriel, François Michel en a parlé tout à l'heure par rapport à un fabricant de pneus avec les polymères que contiennent ces pneus, mais c'est un véritable problème sur lequel il est vraiment nécessaire de réfléchir et sur lequel on n'a pas tout achevé les solutions. Et surtout, et j'ai terminé ce que je voulais vous dire, dans une toute petite structure comme la mienne, où je suis tout seul avec une technicienne à tout faire, donc je n'ai absolument personne qui puisse prendre en charge ça. Donc je suis obligé d'y réfléchir step by step, idée par idée, illumination par illumination, et de temps en temps, j'ai une idée qui me permet d'abaisser mon impact environnemental ou écologique. Mais c'est vraiment très difficile. Voilà ce que je voulais vous dire. Frédéric, je voudrais vous poser une question. J'en mets toujours sous l'angle entreprise. Vous avez abordé la question de la chimie verte. Et vous avez dit plus de pétrole, plus de chimie. Il y a quand même une base végétale possible à la chimie verte. Oui. Je pense à ce qu'on peut faire pour faire des remplaçants des plastiques, par exemple, pour les emballages. Mais je pense aussi au caractère extrêmement prometteur des algues et micro-algues. Pourriez nous dire un point là-dessus? Oui, alors effectivement, vous avez pris le bon exemple, notamment les plastiques biodégradables qu'on est parvenu à développer à partir de matières végétales. C'est un bon exemple. Il y en a quelques autres, mais il y en a relativement peu, pour être très honnête. Et la chimie, ce dont on a besoin pour faire de la chimie, c'est une source de carbone. Donc le carbone est la base de la chimie dite organique, et je ne parle même pas de la chimie non organique, uniquement de la chimie du carbone. Donc pour le moment, tout est fait à base de pétrole, absolument tout. Voilà. Et petit à petit, on dérive vers effectivement des sources vertes avec les enzymes, qui sont des catalyseurs extraordinaires, les champignons, qui peuvent être des biotransformateurs exceptionnels, des sources de carbone végétal, ça oui, mais donc on peut faire de la chimie effectivement avec autre chose que du pétrole, mais ça nécessite de modifier tous les procédés. Et modifier tous les procédés d'une société qui est structurée depuis plus d'un siècle, un siècle et demi, autour d'une seule source de carbone, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile, long et très coûteux. D'abord, il faudra bien que quelqu'un paye la facture, et je ne suis pas sûr qu'on parviendra à transférer des sources de carbone utiles, qui sont les sources pétrolières pour le moment, jusqu'aux sources de carbone vertes, par exemple, en attendant qu'il n'y ait plus de ressources de carbone utilisables au niveau pétrolier. J'ai peur qu'on ait un petit peu du mal si on n'accélère pas. Et tout ça, c'est brutal, mais c'est un coût considérable qui sera payé d'une manière ou d'une autre par le consommateur. Merci. Alexandre Lamy, vous vouliez nous dire un petit mot sur l'immobilier? Oui. Et les assurances. Oui, parce que l'adaptation, en fait, dans le domaine de l'immobilier, et notamment de l'immobilier pavillonnaire, elle a commencé il y a déjà des dizaines d'années. On ne le clamait pas sur les toits parce que je pense qu'à l'époque où les premiers sinistres, catastrophes naturelles, sécheresse sont apparus sur le territoire français, à savoir la fin des années 80, 88, 89, 90, la conscience de pourquoi ces caténaires de sécheresse apparaissaient et n'avaient pas émergé. Et en fait, dans le métier que je pratique, il y a un volet environnement, eau, environnement, chimie des eaux. Vous allez le mettre. On vous entend beaucoup. Coupez votre micro. Excusez-moi. Il y a un volet donc environnement, mais il y a aussi un volet géologue d'adaptation des fondations, enfin l'étude des fondations. Et donc effectivement, depuis les années 90, vous en avez tous entendu parler de ce problème des caténaires de sécheresse sur essentiellement des pavillons. Hein, c'est plus de 10 millions d'habitations qui sont concernées aujourd'hui sur le territoire français. Et évidemment, avec l'augmentation des températures moyennes annuelles et puis la modification du régime
des pluies, à savoir des pluies qui sont souvent plus catastrophiques, plus importantes en quantité et moins fréquentes en termes enfin, plus espacées en termes de fréquence, eh bien, on a des sols qui ne se réalimentent pas en eau ou plus difficilement, et donc des sécheresses qui viennent affecter dans les zones argileuses les habitations. Alors souvent les pavillons, parce que les gros bâtiments sont souvent trop lourds pour être affectés par ce genre de désordre. Et les assureurs, donc le deuxième volet de ce que je disais, le volet responsabilité et réparation, ben, les assureurs évidemment se sont saisis de ce sujet depuis un bon moment parce qu'ils ont vu dans leurs statistiques augmenter le montant des sinistres et la quantité des sinistres, et puis le montant unitaire des sinistres qui est de plus en plus important. Et donc l'anticipation, le sujet, c'est notre sujet d'aujourd'hui, l'anticipation, ben, au niveau c'est comme le sujet de l'eau tout à l'heure, ça dépend de ce dont vous avez, ce que vous avez à gérer plutôt. Est-ce que c'est un pavillon? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est un site industriel? Est-ce que c'est un bâtiment? Voilà. En tout cas, se poser la question aujourd'hui, lorsqu'on est propriétaire ou gestionnaire d'un bâti, se poser la question d'un éventuel devenir ou d'un éventuel sinistre qui pourrait affecter soit le bâti, soit les canalisations, et parce que ce problème de la dessiccation des sols est une vraie plaie pour les canalisations lorsqu'on est dans des sols argileux. Vous pouvez avoir des déboîtements qui génèrent des inondations souterraines, qui génèrent des ramollissements de sol. Enfin, c'est parfois assez catastrophique. Et ça peut toucher, y compris des sites tertiaires. C'est pas que du pavillonnaire. Voilà. Donc les assureurs s'en sont préoccupés, et on commence à avoir aujourd'hui, dans certains territoires français aussi, des zones qui ne sont plus couvertes, où les assureurs refusent de donner leur garantie sur des bâtiments parce que les zones sont trop à risque et la construction n'est plus garantie. Aux États-Unis, c'est carrément 3 États aujourd'hui où les principaux assureurs du pays refusent toute garantie. Voilà. Donc, c'est une tendance, hein, et je ne pense pas qu'elle s'arrêtera comme ça. Donc, la prévention, c'est de faire appel à des gens comme nous pour pouvoir faire un audit. Il y a des systèmes de prévention qui existent. Là, pour le coup, on peut être très positif. Et par contre, il faut anticiper. Il faut avoir un sachant qui vient regarder, analyser, pour investir un peu d'argent pour prévenir. Certains assureurs, d'ailleurs, commencent à proposer des taux de financement préférentiels qu'ils ont contractualisés auprès de certaines banques pour aider leurs souscripteurs, enfin les adhérents à... Voilà. Ah, pour remettre le micro du coup, pour vous. Vous aviez terminé, Alexandre? Je ne voulais pas vous couper. Ah non, terminé. Alors, on va terminer ce tour d'horizon avant de répondre aux questions avec Benjamin Hénault qui s'occupe de la transformation des entreprises. Benjamin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les premières questions qu'une entreprise qui veut entrer dans la transition, dans l'adaptation, doit se poser? Déjà, je compatis avec, je ne suis pas chef d'entreprise à part mon propre petit cabinet de conseil, mais je compatis avec ce que doit être une entreprise aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut avancer avec beaucoup d'humilité. Tout ça est effectivement éminemment complexe. On a vu sur les sujets d'énergie, eau, de matières premières. Si tant est qu'on cherche tous les équilibres de demain, je préfère le joli mot de Gilles Boeuf qui parle plutôt d'harmonie. Si tant est qu'on cherche tous à construire les harmonies de demain dans ces contextes climatiques assez effarants, je pense qu'il faut aussi avancer avec beaucoup d'humilité. Et ça m'évoque une gouvernance dédiée dans l'entreprise. Peut-être que je vous ferai un petit peu le guide
aussi comment on peut s'y prendre côté entreprise. Je ne sais pas si nos auditeurs sont plus ou moins avancés sur le sujet, mais je conçois qu'ils peuvent être effrayés ou se poser aussi des questions de finalement tout ça, il faudrait tout est prioritaire. Je vous rappelle que le processus d'adaptation est normé. Donc, il y a plusieurs guides méthodologiques qui vous aident, et entre autres des guides normatifs. ISO 14090, par exemple, qui parle de l'évaluation des risques, on parle des vulnérabilités climatiques, de comment on prend des décisions, de la planification. Donc, on est beaucoup aujourd'hui dans l'analyse de risque et assez peu dans la planification, mise en œuvre, suivi des évaluations, et puis aussi tout ça, comment l'entreprise communique. C'est François Michel qui en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est très intéressant l'économie de fonctionnalité que met en place depuis très longtemps Michelin. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que Michelin le fait savoir, et donc ça donne exemple aussi à d'autres acteurs dans d'autres industries pour se dire tiens, en fait l'économie de fonctionnalité c'est tout à fait possible. Par quoi on peut commencer? Je pense que quelque chose qui est assez fondamental et qui est d'ailleurs hérité d'une terminologie financière et assurantielle, hein, c'est le côté un peu analyse de matériel. Dans cette analyse des enjeux matériels, on a les notions de rupture logistique qui étaient évoquées tout à l'heure par François Michel, tant sur la partie approvisionnement, les matières premières, mais aussi route, port, aéroport, 3 petits points, sont des lieux qui sont, on va dire, météo sensibles. Donc, il faut anticiper ces sujets-là. Il y a bien entendu multitude d'enjeux financiers liés à ces aléas climatiques extrêmes. Il y a aussi le risque de réputation. Certains d'entre vous l'ont évoqué. Je pense que le risque de réputation, et Corinne, ce sujet justice climatique vous parle en tout particulier, va aller croissant et va croissant. Donc, il y a aussi cette dimension-là lorsque je suis une entreprise et que j'ai une activité commerciale. Et puis aussi, on en parle souvent à l'aune des réfugiés climatiques, mais à l'échelle des équipes dans une entreprise, le sujet santé-sécurité des collaborateurs devient assez aussi prégnant. Il n'y a pas que les canicules ou le réchauffement, mais quand même, 36% de l'emploi en France, c'est une étude de France Stratégie, explique que 36% de l'emploi en France souffre de chaleur. Et je pense que ça ne va pas aller en diminuant. Donc, il y a aussi ce sujet collaborateur à prendre en considération. Et puis, quand on met tout ça dans un checker, la question fondamentale, c'est quels sont les équilibres de demain et quels sont les modèles économiques de demain. François Michel évoquait l'économie de fonctionnalité. Frédéric parlait de sobriété. Je pense que toutes ces clés-là, on les a, il faut les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des théories académiques sur étagère, mais on a de nombreux cas d'études qui démontrent que c'est possible dans tous les secteurs d'activité. Je me suis posé la question aussi, parce que l'adaptation, ça fait quelques temps qu'on en parle au sein du réseau TRIZ et dans nos réseaux respectifs. On en est où aujourd'hui? Et je vous invite à vous référer à un baromètre qui est réalisé depuis maintenant 3 ans par l'Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise et AXA Climate. Il est très récent, décembre 2023, en dernière édition, qui nous fait un peu l'état des lieux de la prise en compte. Alors, plutôt côté risque, je le déplore souvent, hein, le risque plus qu'opportunité, mais tout de même, plutôt côté risque dans les entreprises. Bien entendu, prise en compte disparate, j'enfonce une porte ouverte. Aujourd'hui, plutôt identifié sur des lectures court terme. Vous savez que le sujet de la datation, c'est un enjeu de long terme et de projection, de planification, y compris planification budgétaire. Très souvent lié à la météo, c'est-à-dire que vous demandez aujourd'hui un manager de risque dans une entreprise en 2022, il va vous dire ah oui, un gros sujet canicule. Et puis si vous le posez la question en 2023, il va vous dire gros sujet inondation. Donc je pense qu'il faut dépasser la lecture un peu météorologique ou très contextuelle pour être vraiment sur une approche très planification. Bien entendu, les plus grandes entreprises qui sont assujetties, vous l'avez évoqué Corinne, déjà par différents regards RSE ou normatifs type reporting, TCFD historiquement, CSRD aujourd'hui, sont beaucoup plus aguerris sur cet exercice d'analyse de risque et d'analyse de risque avec les directions financières. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des projections, il faut faire des fameux scénarios. Le GIEC projette un certain nombre d'éléments. Je regrette, j'ai essayé hier, le site ne fonctionne plus. Météo France avait fait une cartographie finalement des zones et des régions en France pour lesquelles un certain nombre d'indicateurs allaient évoluer. Si votre site, votre entreprise est sur une de ces zones-là, ça vous aide quand même en termes de planification, de projection, de voir ce qui va se passer dans les années à venir.
Donc, appelle la Météo France, rééditer ce site parce que c'était quand même très, très intéressant pour tous. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même un sujet aussi organisation et management. Vous verrez dans ce baromètre que rares sont les cas où on commence à avoir des climate change risk officers. Donc, en tout cas, des gens dans les analyses de risque qui sont dédiés à ces sujets de climat. Les outils, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes guidés, il y a des choses, il y a de nombreuses propositions, tant dans la norme que dans des propositions de différents cabinets ou acteurs de l'État. L'ADEME fait un guide et une approche méthodologique qui s'appelle Acte Adaptation, qui est plutôt très intéressante. Le cabinet Carbone 4 pousse des sujets méthodologiques. Ils ont une méthode qui s'appelle OCARA. Donc, ne vous sentez pas seul. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'outils méthodologiques pour vous permettre d'avancer de l'étape 0 qui est, on va dire, engagé, mobilisé. L'étape 0, c'est peut-être pas le diagnostic. L'étape 0 dans une entreprise, c'est déjà d'engager, mobiliser les collaborateurs, former, sensibiliser, expliquer pourquoi tout ceci est un sujet de stratégie. Ensuite, bien entendu, le diagnostic à date, la cartographie, par exemple, de vos sites, une projection avec du design de fiction, par exemple, des acteurs type Institut des futurs souhaitables, pour se projeter aussi dans différentes natures de scénarios en lien avec le réchauffement. Et puis ensuite, face à ces scénarios, proposer différents sujets sur la partie sourcing, approvisionnement, nouveau modèle économique, j'ai envie de dire que c'est cœur, la partie collaborateur aussi, je vous en ai parlé. Face à tout ça, et je conclus aussi rapidement, vraiment, on est sur un sujet certes de long cours, mais je constate souvent que dans les trajectoires RSE, qu'elles soient carbone ou autres, on a un peu tous tendance à se donner des objectifs à 2030, à 2040, à 2050. Où est-ce qu'on sera tous à 2030? Bon, j'ai quelques idées. À 2040, ça devient compliqué. À 2050, je ne sais pas du tout. Donc, je reviens sur mon point d'humilité et de pragmatisme. J'aimerais beaucoup plus de décisions courageuses tout de suite maintenant et pas des potentielles décisions courageuses en regard d'éventuels scénarios de toute façon très compliqués à évaluer d'ici à 2040-2050. J'appelle à du courage et de la cohérence des entreprises et ça commence par une question fondamentale, effectivement, Frédéric, sur la sobriété et les modèles économiques de demain. Tout ça pour trouver ces futurs équilibres, j'espère, cette harmonie. Merci beaucoup, sachant que la sobriété, ça fait gagner de l'argent aussi. Exactement. Alors, je disais, ça fait gagner de l'argent aussi. Formidable transition vers notre dernier orateur, Stéphane Voisin, qui a participé à la plateforme de la finance durable, qui est donc à l'origine de la taxonomie au niveau européen, qui est un grand spécialiste de ce sujet. Stéphane, finance et adaptation. Je suis dans une entreprise, comment je joue la question financière au regard de l'adaptation? Bonjour Corinne, excusez-moi, je ne mets pas ma caméra parce que je suis un peu mal fichu aujourd'hui. Non, vous ratez rien. Merci. Tu l'as rappelé en introduction, Corinne. On a au moins cet avantage d'avoir cette taxonomie qui a intégré le sujet adaptation qui en gros couvre tous les sujets que vous avez abordés ce matin. Pour rappel, il y a 4 aléas dans la taxonomie qui sont retenus à minima, et c'est vraiment à minima. C'est l'eau, comme vous avez commencé par ça, les masses solides, et sur l'eau, il y a beaucoup d'aléas. Les masses solides, on en a parlé, le vent et la température. Donc on va dire, c'est le reporting de base. Alors c'est évidemment, tu le disais, il faut que les objectifs de la taxonomie soient compatibles avec l'adaptation. En pratique, la difficulté, c'est plutôt le contraire. C'est souvent assez difficile de trouver des objectifs d'adaptation, de contribution substantielle à l'adaptation qui ne portent pas préjudice aux 5 autres. Donc ça, c'est une première difficulté, on va dire, pour les financiers. Et je vous rappelle que la taxonomie a été élaborée dans le cadre du plan d'action finance durable de la Commission européenne pour flécher des flux financiers. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Aujourd'hui, sur les flux financiers, on va dire que
ce qu'on peut constater, c'est que les banques, les institutions financières, les investisseurs sont plutôt en retard sur le sujet de l'adaptation. Le seul, on va dire, angle sur lequel elles prennent réellement en compte aujourd'hui les sujets d'adaptation, comme le disait Benjamin, c'est par le risque. Et maintenant, il y a une obligation qui était née effectivement de la TCFD, mais qui a été intégrée dans un certain nombre d'exercices de conformité réglementaire ou prudentielle, notamment des stress tests, qui obligent les institutions financières à projeter des scénarios de risque physiques à côté de ceux des risques de transition. Et là, évidemment, c'est la première, on va dire, porte d'entrée sur les sujets d'adaptation et ça permet normalement, quand on utilise les bons scénarios, et toute la question est là, hein, c'est de la disponibilité et de l'acuité des scénarios sur les questions d'adaptation. Ça permet quand même d'avoir une première idée des fonctions de dommages potentiels et du risque à la fois spécifique pour une banque, mais du risque systémique au niveau du système financier. C'est vraiment ce à quoi travaillent les banques centrales aujourd'hui et les régulateurs. Les limites de cet exercice, c'est, comme je le disais, c'est l'acuité des scénarios qui aujourd'hui sont quand même très macro et qui n'offrent pas souvent une descente d'échelle, une granularité suffisante au niveau d'un secteur ou d'un territoire donné. C'est vraiment des sujets sur lesquels tout le monde travaille aujourd'hui. C'est essayer d'avoir vraiment de la visibilité territoire sur les risques physiques, parce que c'est ça dont on a réellement besoin. Par exemple, les scénarios ADEME de OFCE, les fameux scénarios FRIMI, est relativement peu disant sur les risques physiques. Donc, il faut retravailler en fait cette descente d'échelle. L'autre problème, et vous en avez à peu près parlé, c'est que en net, la plupart des financiers estiment qu'en fait, enfin, ont tendance à sous-estimer largement le risque parce qu'ils partent du principe que la plupart des risques sont assurés. Or, il y a une réflexion qui est en train de se passer, qui commence maintenant au niveau d'un certain nombre de banques universelles, et pas simplement des banques universelles, en se disant, bon, on ne peut pas d'un côté se dire qu'il n'y a pas de risque financier, et de l'autre côté être des assureurs et se dire qu'on va prendre les risques. Donc il y a vraiment une désilotation du sujet et essayer de réfléchir effectivement davantage sans prendre en compte le risque, enfin, la protection assurantielle qui est offerte sur un certain nombre d'activités. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Enfin, je dirais, pour finir, commence à avoir quelques guidelines. Vous savez bien sûr que tous les sujets, les outils d'alignement des objectifs de neutralité carbone se sont développés au fil des dernières années. On peut même dire qu'ils ont proliféré. Dans un travail récent, on a identifié 50 méthodes différentes d'alignement à des objectifs de neutralité carbone. Commencent à se décider des outils d'alignement à des objectifs d'adaptation qui prennent évidemment en compte les risques physiques, qui prennent en compte la résilience à ces risques physiques, et le troisième pilier qui prennent évidemment en compte, on va dire, la contribution financière du système financier aux objectifs d'adaptation. Et là, ce que recommandent en fait les Nations Unies, c'est que chaque institution se fixe des objectifs de contribution financière au plan d'adaptation nationaux. Voilà. J'en terminerai là-dessus. Merci, mais c'est tout à fait passionnant. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Il nous reste quelques minutes. Je peux ajouter un petit mot. Oui, Alexandre. C'est la synergie des intervenants. Enfin, là, on n'est que 8, mais je voulais attirer aussi l'attention des auditeurs du webinaire sur les synergies binômes, trinômes qui sont possibles et qui existent déjà sur certains dossiers. Synergie juridique technique, synergie organisationnelle technique, organisationnelle juridique, entre toutes les compétences du réseau. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est un atout quand un maître d'ouvrage entame une réflexion, le fait qu'il puisse disposer d'une
une vision pluridisciplinaire et intégrée est importante. Merci de le rappeler. C'est vrai que moi, en tant que juriste, je ne peux plus travailler seule. C'est impossible. Et je pense que pour la plupart de vos métiers, vous avez beaucoup de mal à travailler seul. On a besoin d'autres compétences constamment. Que ce soit, je ne sais pas, Frédéric, vous, c'est la santé, peut-être, c'est l'eau. Frédéric Perrin, je ne sais pas, ça va être toute une série de considérations techniques. Benjamin, c'est totalement transverse. Voilà, et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de répondre d'être en capacité de répondre à une demande qui est plurifactorielle en quelque sorte et qui ne peut pas être unique. Alors, est-ce que nous avons des questions? Aucune. On n'a pas de questions. Alors, mesdames, messieurs, parce que je suis la seule dame, ce que je regrette, il ne me reste qu'à vous remercier, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter les uns ou les autres. Oui, Frédéric? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que oui. On vous entend très bien. Ce format de webinaire où vous interviewez chacun selon sa partie, je trouve est réactif et vivant. Et voilà, c'est peut-être à reproduire. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Je suis d'accord. Alors, nos auditeurs ont été très attentifs, mais peu nombreux. Donc, je vous invite à relayer cette émission, ce webinaire, qui sera de toute façon replay sur notre site YouTube comme d'habitude, mais dont chacun d'entre vous peut utiliser le lien pour l'envoyer à ses réseaux respectifs. En tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé ça, pour ma part, tout à fait vivant et passionnant. Voilà, bonne journée. Merci et bravo. Merci. Merci. Merci.